Hugo Rennes, vous êtes flûtiste, oboïste, chef de l'ensemble La Symphonie du Marais, que vous avez créé en 1987. Vous vous êtes spécialisé dans la musique des XVIIe et XVIIIe siècles, qu'on appelle la musique baroque, qui aujourd'hui fait largement partie de la vie musicale. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et il serait peut-être intéressant de revenir au début de ce qu'on a appelé la révolution baroque, dans les années 60 et 70, et qui a tellement bousculé les pratiques, les perceptions, les habitudes, qu'elle a provoqué, mis à part l'enthousiasme de quelques-uns, un rejet qu'on pourrait qualifier de massif. On peut rappeler à cet égard la réaction d'Antoine Goléa dans la célèbre émission de France Musique, La Tribune des critiques de disques. Antoine Goléa, donc, qui après avoir écouté un enregistrement du contre-ténor Alfred Deller, s'était écrié « Chanter de cette façon, ça devrait être interdit ». On peut rappeler aussi que dans ces années-là, on appelait ces musiciens avec un mépris affiché les baroqueux. Je crois qu'on les appelle toujours les baroqueux, mais cette fois-ci le mépris n'y est plus. Et on leur prédisait une extinction rapide. Bon, là aussi, l'avenir... On est encore là. Voilà. Les baroqueux sont là. Mais qu'est-ce qui, dans cette nouvelle façon de faire entendre cette musique, avait pu susciter un tel rejet et en fait une telle inquiétude? Il y a une autre phrase d'Antoine Goléa qui disait « Qu'est-ce que c'est que ces instruments achetés au bazar de l'hôtel de ville ?» C'est ça, c'est peut-être qu'ils étaient un peu choqués par les nouveaux sons, les nouveaux instruments. On peut parler des instruments avant de parler des voix. Là, je vois qu'il parle effectivement d'une voix de contre-ténor qui a forcément choqué. Mais les instruments, déjà en premier lieu, peut-être on peut parler du clavecin, bon, qui, bien sûr, ce n'est pas le piano. Donc, le clavecin il était déjà un peu en vogue, hein, mais les différentes sortes de flûtes, les violons. C'est vrai qu'au début, il faut bien reconnaître qu'il y a eu un stade d'apprentissage de ces instruments, de se réapproprier tout ça. Les choses ont quand même, on peut le dire, progressé depuis. Le niveau, par exemple, des violonistes baroques aujourd'hui est quand même supérieur à ce qu'on faisait dans les années 70. Moi, je peux pas, enfin, j'ai vécu un peu ça, cet artisanat de la musique baroque. Je l'ai vécu aussi parce que j'avais envie d'apprendre cette musique en essayant d'aller dans des stages. Et l'enseignement n'existait quasiment pas, donc il fallait se renseigner auprès de quelques spécialistes, donc pas facile. Et c'est vrai que les premiers enregistrements, peut-être qui ont suscité ces critiques et ce rejet, on les écouterait aujourd'hui, on ne serait pas non plus d'accord. Je pense qu'il y avait un mouvement qui commençait. L'intérêt de ce mouvement, c'était retour aux sources, retour aux sonorités qu'auraient pu connaître les compositeurs du XVIIe, XVIIIe siècle. Et ça, forcément, ça a fait peur à des gens qui voulaient rester dans la tradition du XIXe siècle avec les instruments hérités de cette époque. Et on s'aperçoit effectivement que maintenant, aujourd'hui, tout a été inversé. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui sont venus du milieu totalement moderne se spécialisent aujourd'hui dans les instruments anciens. Les violonistes remettent des cordes en boyau, comme ils les avaient d'ailleurs au début du XXe siècle. Donc, après, il y a la question de l'interprétation, la question de la sonorité de l'outil, c'est une chose. Après, comment on joue cette musique. Que ce rejet, il s'appliquait aussi bien à des gens comme Gustave Léonard, Nicolaus Harnoncourt, qui n'étaient pas des gamins qui débutaient. Mais si on réécoute les disques d'Harnoncourt, on s'aperçoit aussi, de cette époque, j'entends, on s'aperçoit des exagérations aussi qu'il voulait... c'est pas qu'il y avait une envie de choquer, mais qu'il voulait tellement réformer les choses et donner une autre interprétation que des fois on était dans des extrêmes. Ça commence toujours comme ça, je pense, les révolutions. Et après, le côté positif arrive quelques années après, je trouve. Moi, je n'étais pas dans la première génération, bien sûr, des musiciens baroques. J'en ai bénéficié de leur travail. Et après, je pense que c'est surtout une question, la partition, qu'est-ce qu'elle dit? On se pose des questions sur la partition et avec les instruments avec lesquels on peut jouer cette partition. Ça a été surtout ça. Après, un clavecin, aujourd'hui, peut encore choquer. Il y a des gens qui n'aiment pas le clavecin, moi je peux comprendre. Je ne suis pas un fanatique du clavecin non plus, parce que je suis un baroqueux. Voilà, ils préfèrent du Scarlatti au piano, pourquoi pas. Et moi je respecte, ou du Bach au piano plutôt qu'au clavecin.
Mais même dans les pianistes qui jouent Bach aujourd'hui, ils ne jouent déjà plus, grâce à ce mouvement, plus comme avant. Ils se posent plus de questions sur l'interprétation. C'est ça la chose importante aussi. Et puis, un contre-ténor aujourd'hui peut toujours choquer aussi. Là aussi, moi, c'est pas ma tasse de thé d'écouter des contre-ténors. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, il y a toute une génération de contre-ténors. Chaque année, il y en a un, ou tous les 2 ans, il y en a un nouveau. Et que des fois, c'est aussi... voilà, il y a toutes sortes de répertoires en musique baroque. C'est ça aussi qu'il faut voir. Il y a presque 2 siècles de musique à interpréter. Il y a d'une part les œuvres qui étaient dans le grand répertoire, si on parle, je sais pas, de Bach ou peut-être de Vivaldi, bon, qui avaient été déjà ressortis de l'oubli avec le micro-sillon dans les années 50, et qu'il fallait réinterpréter différemment. Et c'est sur ce point-là, peut-être qu'il y a eu de grosses batailles avec les critiques de disques qui ne s'entendaient pas. Non, mais en plus, bon, en France, on n'arrivait pas sur un terrain vierge quand même. Dans les Oui. années 60-70, bon, il y avait déjà eu des renaissances. En France, pas beaucoup. Bon, 60, il y avait le clavecin de Wanda oui. Landowska. Ah oui, alors Wanda Landowska aussi, c'est dans une certaine tradition pianistique, ce qu'elle faisait quand même, c'était pas... Oui, puis et puis l'instrument qu'elle avait, le playel, était aussi dans une tradition de facteur de piano. Donc, effectivement, alors, elle jouait du Bach, elle jouait du Scarlatti, elle jouait des choses, mais pas dans un style... enfin, dans son style. Pour moi, c'est compliqué tout ça. Et voilà, on peut parler du style d'Harnoncourt, il a fait telle chose. Léonard était plus dans une sobriété. Il suffit d'écouter ce qu'ils font dans leur intégrale des cantates de Bach, c'est très différent. Pourtant, ils étaient à la même époque et ils prônaient un peu ce même mouvement baroque, mais des optiques très différentes d'interprétation, je crois. Léonard étant plus dans la pure et dure et dans le respect absolument de la partition, et Harnoncourt plus dans le fait que la partition, il faut savoir, il y a des choses à savoir et qu'on va extrapoler sur la partition ce que le compositeur veut, donc on va rajouter des liaisons, on va rajouter des choses. Voilà. Moi, je crois que la source, c'est quand même ça reste la partition. Et c'est peut-être ça aussi ce qu'on peut dire sur l'apport de cette révolution baroque. C'était aussi le problème que beaucoup de partitions sont un peu trafiquées par un éditeur, et donc on acceptait de jouer sur des partitions qui n'étaient pas authentiques, enfin qui n'étaient pas la première main du compositeur. Finalement, les éditions dont on disposait, voilà, l'intérêt c'était de revenir en bibliothèque, de retrouver pour moi, ça a été ça, mon éducation, non seulement les instruments, mais aussi les partitions. Comme tout musicien, je pense aller à la source. C'était le but. Et quand même, ce renouveau baroque, bon, tout d'un coup, on entendait dans cette musique beaucoup plus de contrastes, de mouvements, enfin, je ne sais pas, oui, qu'est-ce qui fait exactement de mouvements. Il faut vraiment parler d'une musique précise. Je ne sais pas. Les nuances, je ne sais pas si on entendait, parce qu'il y a quand même des paramètres d'interprétation qui sont les tempi, les nuances, l'accentuation, le choix des instruments, les sonorités. Ce qui a été surtout frappant, c'est les sonorités, je pense. Après, je ne sais pas si on faisait beaucoup forcément de nuances. Ça, c'est toujours, à mon avis, un truc qui m'intéresse, c'est la recherche de nuances, qui n'est pas effectivement forcément marquée dans la partition. Alors, c'est là qu'on peut se tromper, ou on peut avoir raison. On suppose qu'à cet endroit-là, il faut jouer un peu moins fort. Je ne sais pas. Et est-ce qu'on en est sûr? Qu'est-ce qu'on a comme argument là-dessus? Voilà, je crois que la question de l'interprétation reste fondamentale pour tout musicien. Et je pense qu'encore une fois, peut-être je me répète, mais l'apport de cette révolution de musique baroque, ça a été peut-être se creuser un peu plus la tête, en tout cas pour l'interprétation de ces 2 siècles de musique, 17e et 18e, enfin jusqu'à Mozart. Et après, ce mouvement a permis la redécouverte de plein de répertoires qui, là, ne souffraient pas de comparaison, parce qu'ils n'avaient jamais été interprétés par les autres. Je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir pourquoi il y a eu ce rejet. Aussi parce que vous aviez à l'époque, dans les années 60, une quantité d'orchestres de chambre qui n'existent plus. En fait, les ensembles baroques ont pris la place de ces orchestres de chambre. Dans chaque grande ville de province, il y avait un orchestre de chambre, souvent un orchestre à cordes. Et en fait, on ne s'est pas rendu compte, mais moi, ça m'a intéressé de voir que ces orchestres n'existent plus
c'est ces orchestres qui jouaient le répertoire baroque surtout. Je ne dis pas les gros orchestres symphoniques qui avaient fait ça, mais ces petits orchestres, finalement, ont mis la clé sous la porte. Voilà. À partir du moment où, je dirais dans les années 74, en France en tout cas, en 74-75, où les journalistes ont pris parti pour le mouvement baroque, enfin certains ont défendu ce mouvement, à ce moment-là, il n'était plus concevable de jouer les concertos brandebourgeois de Bach sur des instruments modernes, ou de jouer les concertos de Verdi, ou jouer du Handel. Donc il y a eu un mouvement là, et ces ensembles ont disparu. Et vraiment, ils ont fait place en une dizaine d'années, peut-être une quinzaine quand même, à des ensembles baroques. Et si on regarde la géographie musicale de la France, maintenant, dans chaque région, vous avez des ensembles baroques, mais vous n'avez plus, peut-être il reste un orchestre de chambre à Toulouse, par exemple, mais il n'y a plus d'orchestre de chambre. Il n'y a plus que les gros mastodontes dans les régions, un par région et encore. Et voilà, c'est ça qui a changé aussi. Et c'est d'où le rejet, parce que c'était peut-être une crainte au moment où ça a commencé à basculer. Même pour Jean-François Paillard, moi, j'estime que moi j'ai été sur ses traces aussi, j'ai même été le voir dans sa retraite. Ben, c'est quelqu'un qui avait fait, il sortait 4 disques par an chez Erato, tout ça, il y avait plein de choses. Il a beaucoup exhumé de musique, il faisait un travail de musicologie aussi. Ben, et au bout d'un moment, ben, lui aussi, ça s'est arrêté et on a eu place à des musiciens baroqueux, mais qui n'étaient pas forcément meilleurs, mais simplement ils jouaient sur un instrument ancien, ce que finalement lui avait résisté, il ne voulait pas. Comme Rampal qui disait, oui, pourquoi rouler en diligence alors qu'on peut utiliser une voiture? C'était la même, il ne voulait pas passer aux instruments. Et le fait qu'il n'ait pas voulu, font qu'ils finalement, ils ont été privés quasiment de travail, ou en tout cas de tout un pan du répertoire qu'ils perdaient. Et donc les baroqueux se sont emparés de ce répertoire. Et même maintenant, bien plus, puisque avec des gens comme Bruggen, on a Mozart, Haydn, Beethoven, et voilà, et ça c'est donc, et après, hop, tous les gens qui jouaient dans les grands orchestres symphoniques se sont dit, ah mais après tout ce rejet, ben oui, finalement, ils n'ont peut-être pas tort, on pourrait peut-être s'initier un peu à comment était le violon à l'époque de Mozart, comment il était à l'époque de Bach, voilà, on va, tiens, mais après, des fois, c'est du minimum, c'est-à-dire qu'on va, tiens, on va prendre un archet, machin, on va mettre des cordes en boyau, même sur un... Mais après, voilà, ça a été un mouvement dans l'autre sens. Après, qui est le mouvement des baroqueux dans un sens pour batailler, et finalement, quand même, gagner la bataille, je crois. Mais après, beaucoup de petites batailles perdues, puisque, effectivement, les premiers enregistrements n'étaient sûrement pas très convaincants. C'est sûr, si on s'amusait à écouter les choses, on serait étonné, à l'aveugle, hein, je veux dire. Parce que c'est, comme dans l'émission des tribunes de disques, si on écoutait vraiment les choses à l'aveugle, comme ça, sans savoir qui joue, souvent, on court, par exemple, on le met au pinacle, mais on écouterait des trucs, on se dirait, bon là là, qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà, bon, je parle dans les années 60-70. Mais il fallait qu'il commence comme ça et qu'il soit dénigré. Et puis après, qu'il s'améliore, que les instrumentistes ou les chanteurs, pareil. Parce que c'est vrai, il y a eu des contre-ténors qui n'étaient pas des bons contre-ténors. Voilà, et il y en a toujours, de toute façon, il y a toujours des mauvais musiciens dans tous les milieux. Mais donc voilà, ça s'est fait sur pas mal d'années, il a fallu du temps. Et voilà. Aujourd'hui, voilà. Il y a des choses aussi à dire aujourd'hui sur les différentes tendances du baroque. Il n'y a pas une école, il y a plein de choses. Alors justement, on va voir un petit peu le vocabulaire. Enfin, il y a un mot, par exemple, qui revient souvent quand on parle d'interprétation de la musique baroque, c'est le mot authenticité. Alors, c'est un terme qui est revendiqué par certains comme but de leur quête du son et de la manière de jouer la musique de cette époque, mais quelqu'un comme Nicolaos Harnoncourt, toujours lui, a dit détester ce mot parce qu'il le trouvait dangereux. Je voulais savoir quel était votre sentiment à cet égard, et sous-entendu, mais jusqu'où peut-on aller trop loin dans la restitution? Il a raison, puisqu'on ne peut pas être authentique. On n'est plus à l'époque, on n'a plus les bougies, on n'a plus la diligence dont je parlais, on n'a plus... Mais on peut le retrouver des fois. C'est pour ça des fois qu'il y a des festivals de musique baroque dans des endroits calmes, où le temps s'arrête un peu, donc on peut être plus au calme et peut se dire, tiens, les anciens, ils ont vécu comme ça. Alors on peut retrouver une certaine authenticité, peut-être des fois, dans le fait de se calmer un peu, je crois, mais est-ce que c'est une authenticité? C'est sûr qu'aujourd'hui, on n'aura jamais... On ne sait pas comment y jouer, on n'a rien, on n'a pas d'enregistrement, on a donc, comme je disais, la partition. C'est réfléchir un peu plus. En tout cas, pour la flûte à bec, qui est mon instrument d'origine, c'est ce qu'a apporté Bruggen aussi, réfléchir sur la partition, à quel moment on fait un vibrato, à quel moment, pourquoi telle ornementation se justifierait.
je sais pas, un compositeur qui dit 3 fois le même motif, effectivement, on peut se dire, ben, peut-être le 3e motif, on peut rajouter de notre propre chef quelque chose, puisqu'on a aussi, à l'époque, des documents qui nous disent qu'on peut le faire. Mais encore une fois, les traités de l'époque, vous avez un traité de M. Durand, un traité de M. Dupont, ils vont se contredire. Ça ne va pas être, sauf à trouver le traité du compositeur en question qu'on joue. Alors là, ça devient intéressant. Mais voilà, donc le terme authentique, c'est vrai, on peut pas être authentique, on peut s'approcher d'une certaine vérité. Moi, en fait, ce que je trouve intéressant pour un musicien, c'est à force de rejouer cette musique, de certains morceaux qu'on joue beaucoup, on peut peut-être avoir en soi, enfin, ceux qui ont des certitudes, ça serait une mauvaise chose, parce que avoir une certitude, ça veut dire qu'on n'a pas compris peut-être ce que c'était la musique, parce qu'on ne peut pas avoir vraiment de certitude. Mais on peut aller vers une certaine approche de la certitude, avoir, à force de jouer la musique, se dire, ben oui, tel tempo, ça devrait être ça finalement. Mais par contre, bon, dans les grandes lignes, c'est vrai que jouer Bach sur une flûte en bois plutôt que le jouer sur une flûte en métal, ben, bon, ça change quand même le son. Et il y a peut-être, enfin, c'est facile, c'est pas facile, pardon, d'écrire un son, mais il y a peut-être plus de chaleur avec un instrument en bois qu'avec, ne serait-ce que visuellement, en tout cas l'instrument en métal est moins chaleureux. Pareil pour d'autres instruments avant, qui le hautbois, dont la perce s'est amincie beaucoup, et tout ce clétage, qui fait qu'un hautbois baroque, on aura quand même, mais ça, encore une fois, le travail de l'anche peut changer complètement un son. Donc, mais en général, le son sera peut-être un peu plus chaud aussi sur un instrument avant, copie d'un instrument du 18e. Enfin, j'espère. Bon, les cordes en boyau sont plus chaleureuses peut-être que les cordes en métal. Mais encore faut-il aussi bien les faire sonner, ces cordes en boyau. Aussi dans la restitution, il y a certains qui sont allés jusqu'à représenter des opéras à la bougie, ou proposer du charme. Alors l'authenticité, oui, bah oui. Mais, et la prononciation restituée. Oui, aussi, mais tout ça, c'est... Alors, moi, c'est quoi, hein, faire un concert, c'est quoi? Enfin, faire un opéra, s'adresser à un public d'aujourd'hui. Moi, je pense que si on est trop aussi dans la soi-disant authenticité, la prononciation, eh ben, on va empêcher aussi le message de passer. C'est ça qui m'a fait peur pour la langue française, notamment... la prononciation restituée, soi-disant restituée, parce que là aussi, vous prenez des traités, ils sont contradictoires. Moi, je pense qu'il faut vraiment parler une langue que les gens puissent comprendre aujourd'hui, je pense en matière d'opéra. Après, français, il faut que les gens puissent comprendre. Je ne suis pas d'accord avec cette soi-disant prononciation, mais par contre, je suis d'accord avec un éclairage à la bougie qui va effectivement être merveilleux et plein de poésie. Ce qui est important, c'est la poésie. Si les gens ne peuvent pas comprendre la langue de Quinault, quand ils écoutent un opéra de Lully joué en prononciation soi-disant restituée, bah, ils perdent plus qu'une partie de l'adéquation entre la langue et la musique qui est faite justement pour parler au public. Alors si on passe à côté de ça et qu'on a des S qui sont du pluriel prononcés, enfin, on va s'y perdre très vite, et ça va faire que déjà la musique française est un peu dans un ghetto, de soi-disant spécialistes. La musique française, il faut la jouer comme ça et pas comme ça, il n'y a que les Français qui savent, ou je sais pas quoi. Alors là, on va complètement... déjà que nous, en France, on n'est pas assez fiers du répertoire qui rayonnait sur toute l'Europe à l'époque. On va la réduire pour un public un peu élitiste qui ne comprendra pas. C'est pour ça aussi que c'était... Vous pouvez nous donner un exemple d'une phrase en prononciation? Non, je ne fais pas de prononciation. Non, mais moi, souvent, j'y suis allé à ces spectacles et je ne comprenais rien. Donc, je parle aussi en théâtre. Je ne suis pas d'accord pour ça. Tout est prononcé, les S finaux. Il est morte, au lieu de dire il est mort, parce qu'on va prononcer soi-disant le T avec ou je sais pas, ou des choses comme ça, qu'on ne comprend plus rien, si c'est un homme ou une femme, enfin le prénom est masculin, mais il y a plein de choses comme ça, avec des fois des raisons, parce que la rime fait qu'il faudrait faire ça. Mais moi, je préfère à ce moment-là, on est au XXIe siècle, il faut que les gens comprennent. Moi, c'est mon travail, c'est de communiquer aux gens. Mais je fais beaucoup moins d'opéra aujourd'hui, mais il faut communiquer, il faut que les gens puissent comprendre la langue française, et je suis sûr qu'elle n'était pas aussi prononcée que ça à l'époque.
Alors après, on revient aux questions des accents qui existent toujours, effectivement. En Bretagne, vous avez un accent différent, à Marseille, ça va être différent. Mais en Île-de-France, c'était pas la même chose non plus. Et je ne crois pas à cette énorme différence, le roué et tout ça. Je trouve que c'est assez vulgaire, même des fois. Musicalement, ça sonne pas très bien. C'est ça qui m'embête. En tant que, pour mes oreilles de musicien, j'ai jamais trouvé que ça sonnait bien. Donc c'est pour ça que j'étais, alors à mon tour, rejet, comme les... peut-être qu'ils sont encore plus baroques que moi, ils ont raison. Et là, je dirais aussi, pareil, cette révolution, parce qu'il y a plusieurs révolutions, cette révolution de la prononciation restituée, ben voilà, et au début c'était vraiment catégorique, et puis après ça s'est assoupli. C'est pareil, les gens qui ont initié ça, moi j'ai travaillé avec certaines personnes qui étaient catégoriques, il fallait faire ça et pas autre chose. Et ben maintenant, ils ont mis un peu d'eau dans leur vin, et les choses, voilà, c'est un peu comme en danse baroque, je travaillais avec des danseurs au début aussi. Le menuet, c'était à telle vitesse à la noire, il ne fallait pas déroger, c'était que ça et pas autre chose. Et puis aussi, pareil, ils sont assouplis. C'est quand même le propre de la danse d'être souple. Mais pareil, j'ai l'impression que toujours, pareil, Harnoncourt, quand il a commencé son truc, c'était une chose, il fallait défendre cette chose. C'est normal parce que c'est un combat, donc on peut comprendre. Mais pareil, il fallait être... Alors, soi-disant, à l'époque de Molière, on était complètement toujours face publique. C'est pas possible qu'on soit toujours face publique. Il y a bien un moment où l'acteur va sortir, il va pas sortir à l'égyptienne de profil. Parce que, il y avait des règles qui étaient complètement inflexibles et je pense que tout ça a changé aussi. Alors, ce qui est des fois intéressant, c'est par rapport aux accents dont je parlais, c'est que justement, peut-être des fois, on a une langue un peu ensoleillée qui peut plaire. Effectivement. Alors, tant mieux, ce côté-là, voilà, la bougie, c'est bien, mais et là, il faut garder certaines choses qui peuvent être positives. Voilà, c'est ce que je ne veux pas tout rejeter en bloc. Oui, il y a aussi des verbes qui sont souvent employés à propos des partitions. Il y a dépoussiérer, dégraisser, nettoyer. C'est des termes qui, d'ailleurs, se sont étendus aux œuvres de Mozart, de Beethoven, de Schubert, même de Bruckner. Quand elles sont dirigées par justement les Harnoncourt, Bruggen ou Herwegh. Et qu'est-ce qu'on entend exactement par là? Il faut faire attention quand on dépoussière, quand on récure trop, après il ne reste plus rien. Non, mais c'est vrai qu'il faut... qu'est-ce qu'on entend par ça? Je ne sais pas. Peut-être. Alors on entend peut-être qu'ils ont recouru aux sources, des nouvelles sources. Enfin, ils ont enlevé le travail éditorial de monsieur machin, qui aurait peut-être ajouté des choses, c'est possible. Mais là, de toute façon, c'est au cas par cas, il faut voir si on rajoute quelque chose. Je ne sais pas, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'éditions qui étaient très trafiquées, entre guillemets, donc qu'il ne faut pas utiliser. Donc peut-être ce travail, je ne sais pas, jusqu'à Bruckner a été fait, si je ne le connais pas pour Bruckner. Pour Mozart, quand même, il y a des bonnes éditions. Qui ont été déjà bien faites, je pense. Mais c'est toujours intéressant, à l'heure actuelle, grâce aussi à Internet, on peut avoir accès aux manuscrits, donc c'est quand même passionnant, alors qu'avant, il fallait des heures en bibliothèque ou développer un microfilm, enfin tout ça. Moi, j'ai vécu ça aussi. Maintenant, on a beaucoup de partitions. Ça, c'est une autre révolution qui est en train de se faire, et qui contribue qui aide cette révolution baroque, c'est-à-dire qu'on peut appuyer sur un bouton, on imprime la partition, qui est dans telle bibliothèque, ce qu'on ne pouvait absolument pas faire avant. Donc, et là, effectivement, on a une certaine... c'est toujours bien, parce qu'on a une certaine certitude, voilà le mot qu'on a employé tout à l'heure. Si on voit que tout à coup, dans cette partition de Mozart, effectivement, il n'a pas marqué ça à cet endroit, alors que l'éditeur, dans l'édition, l'a rajouté. Mais peut-être... Alors après, il y a des analogies en musique. Si on a le même passage à tel endroit et qu'il reprend le compositeur avec des choses différentes, est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est pas volontaire? C'est tout le travail de l'interprétation qui reste sur une volonté. C'est ça, des fois, qui se passe. Alors, c'est intéressant, hein, il y a des gens qui jouent, je sais pas, certains mouvements de Bach ou de Vivaldi à toute allure, comme jamais, à mon avis, on aurait pu les jouer à l'époque. Ça me paraît assez évident. Mais bon, ils les jouent comme ça, et ça plaît. C'est ça qui est très compliqué, parce que si le public marche... les autres qui ne font pas ça vont passer pour des baroqueux de l'arrière-garde et des ringards. Et c'est ça qui est compliqué aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on attend aussi beaucoup avec ce mouvement le fait de choquer. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des critiques, des fois, où on me dit bon, bah, tout est normal, oui, on n'est pas étonné, on n'est pas surpris.
Mais est-ce qu'il faut être surpris quand on écoute de la musique? Ben oui, il y a des gens qui veulent être surpris, c'est-à-dire qu'ils veulent des trucs, des fois, des effets. Alors l'effet, moi je considère que c'est les compositeurs qui le marquent. Et des fois, ils marquent des choses qui sont effectivement un effet, tout à coup, un mouvement vif qui arrive tout d'un coup, on a un mouvement lent et puis ça change tout à coup. Ben oui, ça c'est le vrai baroque d'ailleurs, c'est peut-être dans les Italiens du début 17e. Mais il y a beaucoup de moments où finalement il y a certains interprètes qui créent des effets où le compositeur n'a pas marqué. Alors est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils se trompent? Non, nous allons donc vers la flûte. La flûte. Et d'abord avec Franz Bruggen, qui est en quoi ce flûtiste est chef d'orchestre, Oui. il est mort il y a un peu plus d'1 an. Il y a un an, oui. Enfin en août 2014. Oui, c'est ça. En quoi a-t-il été une personnalité marquante pour l'histoire de l'interprétation baroque en général et aussi pour vous en particulier? Pour moi en particulier parce qu'il était dans le milieu de la flûte. Enfin, c'est un flûtiste qui a apporté vraiment quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'il a rendu à cet instrument, comme on dit, c'est pas le terme que j'aurais, les lettres de noblesse, c'est-à-dire qu'il en a fait quelque chose qu'il défendait, qui était un instrument vraiment musical. Il arrivait à faire des nuances, et il a établi une technique au service de la musique que ses contemporains ou ses prédécesseurs n'avaient pas. Donc c'est ça que je retiens. Et comme il arrivait à cette époque de la discographie, tout ça, il a pu propager cette technique grâce à ses disques. Je pense que beaucoup de flûtistes, de joueurs de flûte à bec ont été influencés par tous les disques. En tout cas, ça a été mon cas. Avant que je le rencontre, j'ai surtout écouté ses disques et ça m'a marqué. D'arriver à se servir de cet instrument, comme les compositeurs l'indiquaient à l'époque, mais arriver à jouer certaines pièces effectivement difficiles, à faire voir qu'on pouvait faire vraiment de la musique avec cet instrument qui était quand même pas bien considéré, puisqu'un instrument plutôt d'initiation musicale, enfin d'écolier, etc. Et il en a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est tout la beauté de la chose, puisque c'est un simple tuyau tout bête, et il a réussi à en faire quelque chose. C'est ça qui fascinait aussi les gens. Même s'ils n'étaient pas forcément flûtistes, ils étaient quand même fascinés par ce grand monsieur qui arrivait avec sa flûte et qui arrivait à donner une grande poésie et aussi à redécouvrir tout un répertoire, aussi à rejouer plein de choses qu'on ne jouait plus forcément beaucoup. Donc après, il a fait la direction d'orchestre parce qu'il était un petit peu, je pense, lassé de ce répertoire de la flûte à bec qui le limitait, le bridait un peu. Donc il s'est dit, bon maintenant j'ai fait un peu le tour du répertoire et de l'instrument en flûte à bec, je passe à la direction d'orchestre. Donc j'ai une palette beaucoup plus vaste. Je n'ai jamais discuté avec lui de ce qu'il en pensait, mais c'est vrai qu'il ne fabriquait plus le son. Enfin, il dirigeait, enfin si, c'est fabriquer un son si on veut, mais diriger, c'est quand même autre chose. On ne crée plus la matière. Donc j'ai toujours trouvé ça dommage qu'il ne joue plus de la flûte à partir d'une certaine époque, qu'il n'enregistre plus de disques et qui voilà, en plus, bon, quelqu'un de très généreux, Bruggen, et de très attachant, qui, à mon avis, n'est pas assez connu. Il n'a pas été assez reconnu. Peut-être qu'il ne faisait pas assez d'interviews, il n'était pas assez dans les médias et de tout ça. Et peut-être aussi qu'il n'a pas non plus cherché à choquer les gens. Si, des fois, les gens ont été choqués au début. Ça rejoint la première question sur le rejet, c'est-à-dire parce que dans la flûte, on disait qu'il faisait des soufflets, enfin des choses qui n'étaient pas élégantes, parce qu'il était à la recherche, lui aussi, de faire un crescendo sur une note, et qu'effectivement, la flûte à bec est limitée de ce point de vue-là, et donc, c'est peut-être certains instruments où le son augmentait puis tombait, puisque c'est la difficulté de l'instrument, et qu'après, grâce à ça, il a trouvé comment faire ça. Je pense que sa technique digitale a évolué en relation avec le souffle, et ce qu'il a apporté beaucoup, c'est le souffle, quoi, la manière de souffler dans l'instrument, parce que les flûtistes de la même époque n'avait pas du tout ce souffle-là. Alors, un souffle à la fois bestial et un souffle intelligent en même temps. C'est-à-dire que simple, dans le retour aux sources, il fallait souffler, mais en même temps, par rapport à la musique, pourquoi on faisait telle chose dans le souffle à tel moment, pourquoi on faisait un vibrato, pourquoi on jouait telle note. Voilà, c'était aussi, voilà, les cours avec lui, il trouvait des arguments clairs qui m'ont toujours servi, moi, voilà, alors justement, il s'approchait, il donnait un peu des règles. Parce que, alors il n'avait pas beaucoup, c'est vrai, dans ses cours d'interprétation, je pense qu'il devait toujours dire un peu la même chose. Ça se reprenait, mais c'était fondamental.
il y avait voilà, des choses qu'il avait acquis, lui, à force de jouer, donc qu'il pouvait dire. Et il ne disait pas avec une certitude implacable non plus. Je pense qu'il était encore dans la recherche. Et il a apporté beaucoup pour l'orchestre baroque aussi, puisque c'est le premier aussi à faire des pièces de Rameau, des pièces de Haydn, Mozart sur instrument ancien. Donc vous avez été son élève? Moi, j'ai été un peu son élève, mais comme beaucoup d'autres gens, mais dans certains cours d'interprétation qu'il pouvait donner, je l'ai côtoyé, et c'est pas beaucoup, mais j'ai beaucoup appris à chaque fois, et c'était des cours de maître, donc voilà, après il fallait réécouter pour comprendre tout et assimiler tout, je pense. Et puis voilà, les concerts aussi m'ont servi d'éducation, d'aller écouter ces concerts, de le voir de loin en loin comme ça. Moi, ça m'a fait un grand choc qu'il soit mort. Et vous aviez quel âge quand vous l'avez rencontré pour la première fois? 15 ans, oui. Ah oui. Ça ne vous a plus quitté. Comment? Ben non, mais c'était un exemple, parce que c'est lui qui a... Bon, après, le fait qu'il meure, ça n'a plus tellement de sens de continuer. Enfin, je trouve. Il nous a tellement été une... Alors, est-ce que vous pouvez nous montrer avec une flûte? Pardon, je suis ému par le... Oui, non, parce que c'était un guide, c'était quelqu'un qui nous... Je trouve qu'il n'a pas été assez reconnu, quoi. Voilà. Alors moi, à mon niveau, j'essaie de... Mais je dois dire que, personnellement, voilà, moi j'essaie de continuer à défendre la flûte à bec. J'ai très longtemps été complexé par cet instrument. Maintenant, je le suis moins. Et pendant très longtemps, j'ai été complexé parce que cet instrument souffrait d'une mauvaise notoriété. Évidemment, j'ai réussi à vivre comme lui de cet instrument. Je trouve ça génial et je le remercie. Et en fait, parallèlement, enfin, comme on cherche toujours un maître dans sa vie, et ben, j'ai dirigé. Mais en fait, j'aurais peut-être pas dû diriger parce que j'aurais peut-être dû rester dans la flûte tout le temps. Il y a beaucoup à défendre pour la flûte à bec parce que c'est un milieu où il y a beaucoup de monde. Et je pense que tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir cette influence de Bruggen et de rester dans cette ligne-là. Il y a beaucoup d'excès dans la milieu de flûte à bec. À vrai dire, les gens ne font plus de la musique, ils font de la flûte à bec. Donc là aussi, le fait de faire des effets à outrance est un grand classique. Et les publics flûte à bec, qu'on peut rencontrer notamment en Allemagne ou tout ça, des fois j'y joue, ne comprend pas quand on joue une sonate comme elle est écrite, ou avec expression, je dis pas, mais sans faire des gros effets, des choses, parce que c'est répandu maintenant dans tous les pays. Vous avez un flûtiste star, et qui a ça. Il ne pense pas forcément à la musique, au compositeur, il pense à lui, et il pense qu'est-ce que je vais faire comme effet à tel endroit, mais sans la doctrine de Bruggen qui consistait à dire: si je dois faire un truc à tel endroit, une chose d'interprétation, c'est parce que j'ai un argument pour le faire. Il fallait toujours défendre. Si je rajoute une liaison, je dois avoir une raison. Si je fais telle nuance, je dois avoir une raison. Il fallait tout justifier en fonction de la partition. Alors que l'école de flûte à bec, dans beaucoup d'endroits, c'est pas du tout ça. Et moi, j'ai beaucoup enseigné l'instrument dans plein d'endroits, et les gens, ils veulent qu'il y ait des effets. Et ça, c'est dramatique pour l'instrument, parce que ça met l'instrument complètement dans un milieu... très spécial, c'est un milieu très spécial. Voilà. C'est un instrument particulier, la flûte à bec. Hein. C'est pas... Est-ce que vous pouvez nous montrer ce qui est par exemple, moi, j'en ai une là, qui est une copie. Alors en ce moment, je suis sur un projet qui a duré longtemps, parce que aujourd'hui, dans les musées, on ne peut plus jouer les flûtes, on n'a plus le droit de souffler dedans, malheureusement. Donc ça, c'est par exemple une copie qui a été faite pour que je puisse faire un concert là, dimanche. Une copie, alors c'est la première fois qu'on copie cet instrument, d'une flûte haute-terre, qui est une grande dynastie de musiciens fin 17e, qui ont révolutionné la facture des instruments avant, que ce soit la flûte, le hautbois, le basson. Et cette copie a été réalisée par Bruno Reinhardt. Et en fait, la vraie copie, c'est celle-ci, puisque l'instrument original est en ivoire. Et c'est la première fois qu'on fait une copie d'instrument haute-terre. C'est pour dire, parce que dans le milieu baroque, on fait beaucoup de copies, Stensby, Bressan, Rothenburg, enfin tous des facteurs, mais qui ne sont pas des facteurs français, mais qui ont reçu l'influence de la France. Et ce modèle haute-terre n'était pas fait. Donc ça, c'est une première. Et voilà, donc la flûte, voilà, une flûte à bec
qui vient d'être faite, hein, qui est toute neuve, qui est encore très peu jouée. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je fasse un petit exemple? Vous pouvez nous montrer, nous jouer une phrase musicale Oui. telle qu'on la faisait avant oui, alors voilà. le renouveau baroque. Oui, mais là, on s'entraîne dans des polémiques terribles. Non, mais par exemple, à l'époque de Bruggen, c'est une époque où j'écoutais beaucoup de disques. C'est vrai que les flûtistes, par exemple, s'ils jouent la sonate de Handel la plus connue pour flûte avec, qu'on apprend souvent au début, on entendait souvent des choses un peu comme ça. C'est-à-dire que, vous voyez, une sorte de chevrotement de vibrato constant, puisque il ne se posait pas la question d'un souffle plus large ou d'un souffle il faudrait vibrer à tel endroit mais pas à tel autre. Donc, mais même la première version de Bruggen est un peu dans ce style-là, parce que lui-même, évidemment, ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est qu'il a évolué, comme les grands musiciens, dans sa manière d'interpréter. Donc, je ne sais pas si on... Donc, un souffle plus large, plus libre. Alors, après, c'est ce qu'il enseignait d'ailleurs, ne pas vibrer. Vibrer. Comme ça, même si ça se joue, comme dit Gillespie, avec les joues. Moi, j'ai cette technique-là. Il n'avait pas forcément enseigné vraiment ça, mais chacun trouve son moyen, sa particularité. Mais c'était beaucoup ça, par exemple, oui, l'histoire de bien souffler dans la flûte, bien remplir la flûte. C'était ça ce qu'il disait, c'est comme une boîte aux lettres qui réclame des lettres, comme un enfant qui veut du lait. Donc, faire sonner la flûte. C'est vrai que ne pas être en dessous, trop fort non plus, mais il encourageait des fois, dans les cours, à jouer trop fort, pas beau, donc ce que je disais tout à l'heure, bestial, pour retrouver, pour aller plus loin, et après revenir à une normalité, enfin à quelque chose qui correspond vraiment. Après, les histoires de vibrato, c'est vrai que ça venait de flûtistes qui n'avaient pas forcément conscience non plus de ça. C'était leur manière de jouer. Peut-être leurs professeurs eux-mêmes ne leur avaient pas enseigné ça. Moi, quand j'ai commencé, on n'en a pas parlé. Jusqu'à un moment où j'ai commencé à écouter ces disques, et je me suis dit, mais le souffle est différent. Donc, ah oui, tiens, il faudrait maîtriser ça. Ce qui est une base quand même pour un instrument avant ou un chanteur, parce que c'est évident qu'il faut le maîtriser. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vécu de cette manière. Après... ça, c'est le fondement, hein, je pense. Après, rajouter des notes, des ornements, bon, ça, c'était possible aussi, mais ce n'était pas primordial. Je pense que ce qui comptait, c'est déjà d'avoir un beau phrasé, d'enseigner ça, que le souffle pouvait vraiment être bien conduit. Et après, s'il le fallait, c'était en cinquième roue du carrosse de rajouter des notes. Mais ce n'était pas la chose première. Enfin, moi, c'est ça que j'ai appris. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, les différents interprètes les différents paramètres, pas interprète, les différents paramètres qui s'offrent à un interprète. C'est-à-dire le choix d'un tempo, la nuance, le vibrato à tel endroit, le beau phrasé, et puis évidemment, si on choisit un instrument, donc une couleur, qu'est-ce qu'on va choisir? Est-ce qu'on joue ça sur un hautbois, sur une flûte? Mais parce qu'il y a des libertés aussi des fois qui est proposées par le compositeur. Et aussi, même si on reste dans le registre de la flûte, qu'est-ce qu'on choisit comme modèle de flûte? Donc quelle sonorité? Qu'est-ce qu'on va avoir? Voilà, il y avait... Et puis, oui, la première chose qui touche quand même, c'est le son. Donc il faut que ça soit... Ça, on n'y pense pas assez parce que le son, plus on joue un instrument, moins... Enfin, j'ai l'impression, pardon, des fois on oublie la base qui est d'avoir un beau son, je pense aussi. Mais le son sur la flûte est fabriqué à 90% par le facteur de la flûte. Après, on peut faire des choses avec le souffle, mais comme justement c'est un instrument facile à jouer, parce que le sifflet, le son est fabriqué, on n'a pas besoin de le fabriquer comme voilà, si je joue de la flûte traversière, ben, je vais devoir avoir une belle embouchure pour arriver à faire un beau son, ce que je ne fais pas parce que je ne fais pas de flûte traversière, mais fabriquer plus le son. Là, le son est déjà fabriqué, c'est l'avantage. Alors après, c'est à la fois un avantage et un inconvénient, puisque après, pour faire des nuances, alors
je ne veux pas non plus tenir un son tout droit, et c'est bien sûr le défaut de la flûte à bec ou du clavecin, c'est que les sons, il y a une certaine raideur. Et c'est ça qui a fait aussi sa perte ou son rejet par les gens, c'est-à-dire qu'ils pensaient qu'on ne pouvait pas, on pouvait pas assouplir ces instruments. Voilà. Et ce que Bruggen a apporté, c'est ces histoires de pouvoir faire des nuances. Et après, on a continué un peu les élèves aussi de Bruggen ont continué ce travail sur les doigtés, c'est-à-dire la relation entre le souffle et les doigts. Si j'enlève un doigt, bien sûr, ça va monter. Mais si je diminue le souffle en même temps, j'arrive à... C'est des choses un peu risquées. Alors, on pouvait faire d'autres doigtés aussi pour faire des nuances. Après, tout le problème, c'est l'enchaînement des doigtés qui n'est pas très, très facile toujours à faire. Mais il nous a apporté quelques possibilités, en tout cas de ne pas jouer au premier degré toujours les mêmes doigtés pour la même note, et donc de pouvoir se servir de ces nouveaux doigtés et de la relation surtout souffle et doigt, et de la sensation aussi qu'on a quand on touche un instrument, pour arriver à plus de dynamique sur cet instrument qui est effectivement pauvre en dynamique par rapport à une clarinette qui peut faire des tas de nuances, des sons entrés dans l'ombre. Voilà, la flûte à bec, c'est le défaut. C'est pour ça qu'elle est un peu tombée en désuétude aussi au XVIIIe siècle, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de virtuoses et il a fallu attendre peut-être Bruggen, au milieu du XXe, pour remettre ça à l'honneur et de retrouver, recréer. Qu'est-ce que c'est les doigtés de substitution? Alors c'est ça, par exemple, si on a un Do... Non, c'est pas... Ça c'est un doigté, mais Bruggen ne faisait pas voir celui-là. Mais non, mais c'est-à-dire qu'on peut faire le vrai doigté, c'est ça, c'est un doigté forté, quoi. Si je termine la phrase... J'ai pas beaucoup de marge, je suis obligé de soutenir et de graisser sur la doigté. Je vais pouvoir là terminer une phrase plus douce, mais évidemment ça dépend de la musique. Si la musique ne le réclame pas, je ne vais pas faire ce doigté, mais je peux terminer dans la forte. Mais le doigté de substitution, enfin c'est donc un deuxième doigté qui permet ce qu'on appelle un doigté de fourche, c'est-à-dire qu'il y a un trou ouvert au milieu de trous fermés. Ça permet notamment aussi de pouvoir faire un décrescendo après aussi. Non seulement le doigté est déjà moins fort parce qu'en fait, par nature, il est un peu plus haut, donc on souffle un peu moins fort. Mais après, on peut aussi enlever un petit peu un doigt, ça c'est encore autre chose, et faire une autre technique et faire un décrescendo. Alors, on a aussi une sonorité différente. C'est plusieurs doigtés pour la même note qui permettent, par exemple, un sol forté. Là, grâce à ça, je vais pouvoir avoir plusieurs nuances. Alors, c'est ce que Bruggen a apporté, et puis c'est ce qu'on a chacun, enfin moi j'estime aussi avoir développé dans mon jeu personnel aussi pour trouver encore d'autres doigtés, pour rendre l'instrument encore plus nuancé et plus flexible. Même si on n'arrivera jamais à la nuance de certains instruments où justement le son est directement en contact avec les lèvres du musicien. Donc il faut jouer sur ce qu'on a déjà, le son qui est déjà là, donc forcément sur les trous et un peu le souffle, avec les risques que ça représente. Par exemple, je ne sais pas... Là, je vais prendre des risques parce que je découvre un trou, mais ça peut faire ça, si c'est raté. Donc le danger, c'est... Non, mais c'est parce que la flûte à bec est tellement en prise sur le corps. Si je suis un peu nerveux, et c'est toujours le problème de la flûte, on entend tout sur une flûte à bec. C'est pour ça que les gens dont je me moquais un peu, peut-être qui jouaient avec trop de vibrato au chevrotement, bah, c'était leur problème interne, enfin leur nervosité qui paraissait. Et avec cet instrument-là, c'est vrai qu'on entend tout. Quelqu'un joue quelque chose, on entend cette nervosité. Il faut la masquer. Et c'est ça qu'il faut travailler tout le temps, toute la vie finalement, parce que... En fait, voilà, on n'est jamais assez détendu non plus pour avoir un son bien stable. Et comme on a souvent, enfin je pense que c'est normal d'avoir le trac en concert,
sur ces notes finales, par exemple, on peut très bien trembler un peu, ou alors pas trembler, mais la couper un peu plus tôt, parce qu'on sait qu'après, on arrive sur un terrain qui est trop périlleux. Ouais. Vous avez apporté aussi une flûte en ivoire. Oui, bah là j'ai deux flûtes parce que voilà, ça c'est vraiment l'original de Haute-Terre, qui est une réplique, donc enfin faite par Bruno Reinhardt, mais avec le matériau de l'époque, enfin alors il faut dire que c'est de l'ivoire, mais c'est pas de l'ivoire, il n'y a pas un éléphant, c'est de l'ivoire de contrebande qui a été récolté par les services douaniers, puisque le musée de la musique peut utiliser cet ivoire. Mais donc il a été fourni aux facteurs de cette manière, et on a pu faire puisqu'on ne peut plus utiliser l'original parce que c'est trop dangereux, en plus il est fendu, etc., il a bien vieilli, donc ça permet d'avoir... Ben là c'est pareil, le problème de l'authenticité se pose, parce que jusqu'à quel point le facteur Bruno Reinhardt a pu exactement copier l'instrument, voilà, il y a des limites, on ne peut pas exactement avoir le même ivoire, bon, mais par contre il a fait tout un travail pour avoir la même perce, les mêmes trous aux mêmes endroits, etc., le même... Voilà, donc c'est quand même un plaisir de pouvoir jouer cet instrument qui est quand même très proche de l'original. Puis aussi à l'original, il bouge avec le temps, donc il est plus ou moins tordu, enfin surtout les flûtes en bois. Voilà. Entre le bois et l'ivoire, il y a une différence de son, oui. Mais pas fondamentale, mais en fait c'est plutôt pour le joueur parce que d'abord c'est plus lourd. Mais je pense qu'il y a un son un peu plus brillant. Mais c'est toujours difficile de décrire un son. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est la réponse de l'instrument. Les deux instruments ne répondent pas de la même manière. Et l'ivoire, forcément, par rapport au travail du flûtiste, comme on souffle dans un instrument et qu'il y a forcément une dose d'humidité dans le souffle, il est sûr que l'ivoire n'absorbe pas du tout l'humidité. C'est le danger. Alors que le bois va l'absorber plus facilement. Donc une flûte en ivoire, des fois on peut avoir des surprises de perdre la qualité du son parce que tout à coup ça ne marche plus. Mais il y a eu beaucoup d'instruments qui ont été fabriqués en ivoire, donc ça devait quand même être un matériau avec lequel les gens aimaient jouer. Mais en fait le matériau premier c'est quand même le bois, enfin le buis hein, plus exactement. Là il n'est pas teinté parce que les anciens le teintaient toujours d'une couleur plus foncée. Mais il y a eu beaucoup de flûtes en ivoire qu'on retrouve dans les musées. Alors là, je vais jouer en partie là-dessus, et puis sur ce facsimilé en bois également pour ce concert Haute-Terre. Vous pouvez nous jouer juste un petit... Alors, un peu d'ivoire. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'aigu, par exemple, elle marche assez bien. Alors moi, j'avais peur en faisant la copie que les aigus ne marchent pas, mais elle a des aigus faciles. Et là, ce que je viens de jouer, c'est un petit prélude. Voilà, par exemple, pour question d'interprétation, Haute-Terre enseigne qu'on ne s'accordait pas en faisant un La systématiquement, comme ça, bêtement, mais on s'accordait dans la tonalité dans laquelle on allait jouer. Pour là, c'est le prélude en Fa, donc il écrit une sorte de prélude, donc on peut le jouer très librement, un peu comme si c'était une improvisation, mais en fait c'est lui qui l'enseigne. C'est aussi intéressant de voir que aujourd'hui on n'utilise pas cette chose-là, mais moi j'ai envie de le faire dans les concerts, de commencer directement et de s'accorder bêtement là, sur un La alors qu'on va jouer en sol ou je ne sais quoi, et faire des petits préludes basés sur les préludes de Haute-Terre, même les préludes de Haute-Terre lui-même, et je trouve ça intéressant. Il y a pas mal de traditions qui devaient être à l'époque, qui sont aussi perdues. Même si on se dit baroqueux, c'est rare, en tout cas moi j'entends un concert où il y a des musiciens qui s'accordent d'une manière... déjà le geste artistique dès le début, quoi. C'est pas le côté technique, je m'accorde avec telle note, bien juste, mais c'est déjà faire un peu de musique, se mettre en doigt, se mettre dans la tonalité d'une manière tout à coup, tout de suite, d'emblée,
dans un geste musical, un peu comme les concerts de musique indienne qui commencent avec des préludes qui n'en finissent plus. Par contre, eux, des fois, c'est très très long. Mais peut-être qu'à l'époque de Téter aussi, on faisait ça. Mais, mais je trouve ça voilà, intéressant. Bon, et je suppose que ça se faisait aussi, pas que dans sa musique personnelle, pas que dans la musique française non plus. Donc c'est sûr que dans cette musique baroque, il y avait aussi une place à l'improvisation. Je ne vais pas nier ça. Après, c'est ça qui est intéressant, c'est comment le musicien d'aujourd'hui va s'imprégner comment il va trouver une certaine vérité dans ce qu'il fait, qui soit, évidemment, c'est un peu personnel, mais aussi basé sur les sources anciennes, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que je dis qu'il faut approfondir les choses, on a toujours à approfondir, et, et voilà, il faut des fois faire un peu comme un faussaire de tableau, faire du faux ancien, si on veut jouer un prélude. Moi, j'enseignais ça à mes élèves. Tu veux faire un prélude avant de jouer ta sonate. Voilà, tu dois faire dans le style baroque. C'est-à-dire qu'il faudra qu'il y ait une cadence, il faudra que ça module dans telle tonalité. Et voilà. On va Oui. peut-être un peu parler de votre autre casquette, qui est la direction d'orchestre, Oui. avec la Symphonie du Marais. Oui. Et qui est un ensemble, donc on l'avait dit, créé en 1987, et qui est un ensemble en résidence à la Chabotterie en Vendée. Oui, depuis 10 ans maintenant. Ce mode de fonctionnement. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'arriver il y a 10 ans donc en Vendée, et c'est un peu ce que je disais sur les ensembles de province. J'ai eu cette chance parce qu'à l'époque, il n'y avait rien pour la musique baroque en Vendée, donc j'arrivais dans une terre où ça les intéressait d'avoir cette possibilité d'avoir un ensemble musique baroque, comme on dit. Et ça fait donc maintenant 11 ans même que ça dure, donc je suis content. C'est plus qu'une résidence, parce que résidence, ça implique toujours un terme, oui, ça va s'arrêter dans 3 ans, enfin ce qu'on appelle des résidences, où c'est des résidences d'artistes qui viennent de Paris, qui jouent pendant une semaine et qui repartent à Paris. Moi, c'était vraiment une installation dans ce pays, dans cette terre des Pays de la Loire. Et qu'est-ce que ça implique? Ça implique aussi un public qu'on fidélise et auquel on doit rendre beaucoup de choses, puisqu'il ne faut pas lui resservir toujours le même répertoire. Donc ça implique de se renouveler, d'avoir toujours des idées du répertoire, et ça c'est pas facile. Et d'attirer le public aussi au concert, ça c'est de moins en moins facile, je trouve. Donc il s'agit de faire beaucoup de choses, et avec des effectifs variés aussi, parce que en fait, la Symphonie du Marais, elle a pu jouer dans les temps anciens, je dirais à 60 musiciens, chanteurs, chœurs, instrumentistes. Enfin, maintenant, je dois dire que je fais plutôt je dirige moins. Je peux diriger plutôt des choses symphoniques, mais je fais plus trop d'opéra. Donc j'ai repris encore plus mon rôle de flûtiste. Donc l'ensemble évolue souvent autour de moi en tant que flûtiste, donc avec des effectifs qui sont plutôt des effectifs de 5-6 musiciens. Alors on fait une saison pendant l'année, ça fait juste la 2e édition. Donc je fais 5 concerts par an dans ce lieu qui est un lieu en milieu rural. Donc c'est difficile aussi. On n'est pas dans une grande ville, donc c'est là que je trouve aussi la difficulté de faire venir les gens au concert, alors que je constate qu'en ville c'est quand même plus facile. Donc j'ai ce défi aussi. Et bien sûr, on joue aussi dans certaines villes, mais notre résidence étant à la Chabotterie, qui est un petit château au milieu du bocage vendéen, très paisible. Voilà, on a donc des fidèles, et il faut renouveler ce cercle fidèle. Et on fait aussi un label discographique là-bas. Donc on essaye à peu près de sortir un volume par an. Donc ça aussi, c'est un gros travail qui nous prend beaucoup de temps, parce qu'on fait des choses de A à Z, donc de la bibliothèque jusqu'au disque, en passant par le concert. Et cette résidence nous permet d'avoir vraiment une implantation locale, un public. Et puis, évidemment, on ne fait pas que jouer là-bas, on joue quand même pas mal un peu partout. À l'étranger également. Il n'y a pas longtemps, on était au Mexique. Bon, enfin voilà. Donc, mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand même arriver à développer un public dans l'endroit où je suis. Je crois que c'est ça la grosse satisfaction, parce que je suis très content d'aller au Mexique, mais
peut-être un public que je ne reverrai jamais, et je dirais qu'une fois dans ma vie. Ou, voilà. Et je trouve intéressant le travail de résidence aussi. Voilà. Mais c'est pas toujours facile. Alors, 1987, c'est donc la date à laquelle vous avez créé votre ensemble, mais c'est aussi la date du triomphe d'Atis, l'opéra de Jean-Baptiste Lully, qui avait été dirigé par William Christie, mise en scène par Jean-Marie Villégier. D'ailleurs, vous étiez à l'époque dans l'orchestre. Hein. Oui, ça m'a beaucoup marqué. Ouais. Et alors, Lully, c'est un compositeur dont la perception a radicalement changé avec le renouveau baroque, justement. Mais de toute façon, Lully n'était très peu joué sur l'instrument moderne précédemment. Et pour cause, là, si Romain Rolland il écrivait en 1908, on trouve dans les opéras de Lully des steps de récitatifs et d'air. C'était d'une monotonie accablante. Bon, on pourrait dire pareil de Debussy, hein, il y a des steps de récitatifs chez Debussy dans Péléas et Mélisande. Mais quand on entend Lully maintenant, enfin, bon, le Atis, on l'a pas mal entendu, mais on ne s'ennuie pas une seconde. Ben, j'espère. Moi, je viens d'en redonner une version là, récemment, mais en petit effectif. Et moi, je suis toujours très ému par cet opéra. J'aurais bien voulu qu'on le joue pour la COP21, parce que c'est un opéra naturel, avec le héros qui est transformé en arbre. Mais non, mais je plaisante, mais je veux dire, c'est un très très bel ouvrage. C'est le meilleur de Lully et Quinault, c'est leur chef-d'œuvre. Mais on n'entend plus trop. Hein. Moi, j'ai participé à cette aventure à l'époque avec les Arts Florissants. J'étais la première flûte. Et ça m'a marqué, et c'est bien que j'ai voulu l'enregistrer à mon tour aussi, avec une équipe de gens plus jeunes. Là aussi, faire continuer, perdurer mais l'interpréter aussi d'une manière différente. Là encore, plus près de la partition de Lully, sans trop en rajouter. Parce que c'est ça l'inconvénient. Si des fois les récitatifs paraissent très longs, c'est parce que les récitatifs, des fois... Mais c'est tout un travail qui reste à faire. Hein. Ils sont trop chantés. Donc les gens, ça fait une sorte de continuum. Romain Rolland a peut-être entendu des choses comme ça à son époque, mais le travail était de les rendre plus secs, les récitatifs, justement, et de les parler plus. Je pense que c'est le travail que faisaient Lully et Quinault. Et après, vous avez tout à coup un petit air qui dure très peu de temps. C'est pas comme les grands airs d'opéra, mais c'est vraiment les airs de Lully sont très courts et ils durent 1 minute. Mais alors on les savoure extrêmement, et ils étaient savourés à l'époque de cette manière parce que ils étaient précédés de beaucoup de récitatifs, mais qui étaient très éloquents et très, très parlés. Le problème aussi, des fois, moi c'est ce que je demandais avec les chanteurs que je travaillais, mais c'est difficile de demander à un chanteur, à tout interprète, de ne pas en mettre trop des ornements. Donc, parce que plus on en met, plus on rajoute des ports de voix sempiternels, plus ça monotonise justement la musique. Ça met des feux rouges à chaque fois. Et moi, je voulais les enlever. Bizarrement, en musique française, on s'est permis de rajouter beaucoup de choses, justement à cause de ces fameux traités. Mais je ne pense pas du tout. Je pense que Lully était très... On a des témoignages là aussi de l'époque, des comptes rendus. Lully était férocement contre l'ornementation. Il voulait que ce soit du classicisme. C'est pour ça que ce terme baroque est ridicule pour Lully. Mais il voulait que ce soit la belle ligne. Ne rajoutez pas des broderies dans votre... C'est une anecdote de l'époque du premier librettiste là, de Lully. Ne rajoutez pas. Il n'y a pas cela dans votre partie. Je ne veux que ce qui est écrit. Et pourtant, on a toujours rajouté plein de choses. Pourquoi on a rajouté? Parce qu'il y a des maîtres qui vont dire, ouais, il faut faire, tu dois faire. Il y a un enseignement comme ça. Il fallait en rajouter. Parce que ça ne suffisait pas. Donc il ne fallait pas se contenter de ce que la partition... Moi, je n'ai pas forcément été d'accord avec ça, et je suis passé par là aussi. Même j'étais conseiller à l'ornementation. Il fallait que je trouve des ornements à rajouter dans les partitions. J'ai fait tout un travail de matériel d'orchestre. Mais en fait, avec le temps passé, je me dis, mais non, c'était pas bien de faire ça, il fallait pas rajouter tout ça. Et c'est passé dans les mœurs et ça existe toujours. Maintenant, pour revenir en arrière, c'est difficile, les habitudes ont été prises. Mais déjà à l'époque de Lully, hein, après la mort de Lully, des commentaires que c'était plus... c'est le bon vieux temps, c'était plus ce que c'était. Mais non, mais c'est vrai qu'on a... Voilà. Je pense que l'écriture si on voit aller vraiment en partition de l'origine, ils savaient très bien ce qu'ils voulaient. Dans les récitatifs notamment, dans ces fameuses steps qui n'en seraient pas si elles étaient vraiment respectées
comme écrit. Ouais. À quoi doit-on faire attention aujourd'hui pour préserver cet esprit baroque, ce mouvement, cette invention Bon, le préserver, bon, il est en mouvement, donc on ne peut plus l'arrêter maintenant. Tout marche bien. Enfin, je pense. Enfin, après, c'est le monde de la musique qui est peut-être en danger par la musique classique en général, mais le mouvement baroque est complètement dans cette mouvance. Justement, il y a peut-être le risque qu'elle s'embourgeoise, non? Bah, oui, c'est ce que je trouve aussi des fois. Oui, il y a moins de peut-être. Mais non, enfin non, il y a de la créativité aussi. C'est pas ça. Il y a des jeunes générations qui arrivent, qui ont plein de choses à dire aussi. C'est très bien. Il y a toujours de nouvelles choses. Ouais. Par contre, il n'y a pas forcément, comment dire, aujourd'hui, dans les ensembles de la deuxième, troisième génération qui existent, ils ne sont pas forcément très aidés. Enfin, c'est compliqué. Après, c'est toute une démarche, comme Lully était un homme d'affaires, de trouver les moyens pour faire vivre son ensemble. Parce que maintenant, il y a pléthore d'ensembles baroques. Donc, c'est peut-être plus difficile. Il y a beaucoup de concurrence. C'est plus difficile à vivre pour tous les musiciens et tous les chefs d'ensemble, qui chacun trouve leur voix et sont valeureux chacun dans leur style. Ce que je veux dire, bon, après, moi, chacun valorise, chaque chef d'ensemble va valoriser son créneau, son interprétation. Moi, je suis là depuis le début, je défends une certaine interprétation, et les autres à côté ne seront pas d'accord avec ce que je dis. Et voilà, mais c'est peut-être ce qu'on peut simplement, puisque les gens, voilà, on est à un tournant quand même dans le milieu baroque, puisqu'il y a des gens comme Bruggen ou comme Léonard qui sont morts. Il y a des jeunes générations qui ne connaîtront jamais ces gens-là. Enfin, jamais, moi, ce que j'ai connu, leur influence directe, les rencontrer, et prendre des cours avec eux. Donc, c'est forcément, ils vont vivre autre chose. Et même les disques sont là pour témoigner de ce qu'ils ont fait, mais ils n'auront pas forcément le temps d'écouter tous les disques. On sait très bien quand. Donc, les références du milieu baroque vont commencer à être différentes. C'est ce que je constate, moi, je vois très bien. Moi, je suis déjà d'une génération âgée par rapport même à mes collègues avec lesquels je joue. Même dans un propre ensemble, souvent le chef est plus âgé que les gens qui constituent l'ensemble. Il va lui-même servir de terreau pour des nouveaux ensembles. Combien de fois dans mon ensemble, j'ai vu d'autres personnes qui allaient fonder... ils ont joué avec moi et ils ont fondé maintenant leur ensemble. Et voilà, la vie continue. Donc le mouvement baroque n'est absolument pas en péril. Par contre, c'est vrai que des fois, moi, je regretterais mais chacun a eu un enseignement différent, que certaines règles de base ne soient pas respectées. Mais donc là, on ne peut rien faire. On ne va pas dicter à chacun de faire ce qui... attention, il faut respecter la partition, parce que... Voilà. Après, on vous rétorque, ben non, c'est la musique baroque, on fait ce qu'on veut, il faut faire des choses. Voilà. Je crois qu'on va s'arrêter. Oui.